Bonjour et bienvenue à tous. Finalement, cette conférence porte de mieux en mieux son nom, Data Trend. En effet, l'utilisation de la data, sa qualité, sa gestion est au cœur de beaucoup de débats aujourd'hui et est un élément aussi essentiel pour aller vers la performance, le succès. Bon, malheureusement, ça peut être aussi un facteur d'échec. Donc c'est pour ça que c'est très très important de se concentrer sur ces tendances aujourd'hui. Donc pour démarrer cette journée, je vous propose de lever le voile, en tout cas un petit peu, sur l'impact de 5 grands secteurs d'innovation sur la data. Alors regardons d'abord un peu en arrière pour nous inspirer. 20 ans en arrière, au moment de la bulle Internet. Donc là, vous avez un chart sur les market cap des 10 plus grandes entreprises il y a 20 ans. Et à ce moment-là, au moment de la bulle Internet, se sont invitées des grandes sociétés de technologie, vous les avez en rouge, notamment Microsoft, Cisco, Intel. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? La bulle Internet a explosé, la crise de 2008, et on voit que le rouge disparaît un petit peu. Donc il y a une sorte de traversée du désert. Mais pendant cette traversée du désert, si on peut dire, quelques sociétés ont mis l'accent sur la data, et complètement l'accent sur la data dans leur business model, et au cœur, vraiment 100% data-centric. Et 20 ans plus tard, qu'est-ce qu'on voit? Beaucoup de rouge. Hein, voilà. Et donc là, on a vraiment dans le top 10 une majorité de sociétés de technologie avec des market cap incroyables. Et ces sociétés, elles sont là parce qu'elles ont mis la data complètement, c'est leur business model. Donc, quand on voit ça, je pense qu'on peut se poser la question, comment s'inspirer de ce succès, de cette incroyable progression due à l'utilisation de la data ces dernières années. Un économiste de Google, en 2009, avait dit une phrase que vous voyez là, assez visionnaire. La capacité de prendre la data, la capacité de la comprendre, la capacité de la traiter, de l'extraire et de la communiquer, ça va être une chose la plus importante pour les dizaines d'années à venir. Et vous voyez, il y a un S qui est important, là c'est Next Decades, avec un S, c'est-à-dire que c'était il y a 10 ans, mais ça veut dire 10 ans, 20 ans, 30 ans, les decades à venir. Donc, je pense que maintenant, avec le recul, on peut le croire et lui faire un petit peu confiance sur ce sujet. Mais le sujet est quand même très, très vaste. Alors, ce que je vous propose ce matin, c'est de démarrer par un angle d'attaque particulier et finalement très concret. Certains pensent qu'entre 15 à 30% du CA annuel d'une entreprise est dépensé à cause de la non-qualité des données. Alors, ce chiffre est quand même assez incroyable parce qu'on parle de chiffre d'affaires. Donc, si vous rapportez ça au résultat net d'une entreprise, ça peut vous faire l'équivalent, le double, le triple parfois de votre net income. Donc, ce point est assez énorme. Hein, je veux dire, vous vous rendez compte, si on peut s'améliorer sur cette dimension-là, les économies et l'impact financier que ça peut avoir sur le fonctionnement d'une entreprise. Alors, bienvenue à notre Databerg. Hein, vous êtes un peu familier avec le Databerg parce que c'est le symbole de notre conférence. Et ce Databerg, dans le monde de la data, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'une entreprise aujourd'hui, votre entreprise, fonctionne avec un tout petit pourcentage des données qu'elle possède, qui sont disponibles ou qui sont là. Et c'est seulement 12, 13, 14%, bon, enfin vous voyez un petit pourcentage de données critiques qui permettent de faire fonctionner l'entreprise. Alors où est le reste? Eh bien, un quart des données déjà que vous avez dans votre entreprise ne servent à rien. Alors, des données, le fameux ROT, redondant, obsolète, trivial, mais ça ne sert à rien, mais ça coûte. Ça coûte très cher même.
Le stockage coûte très cher. Et aujourd'hui, les risques sont importants. Il y a des aspects légaux maintenant autour des données. Donc en fait, ce 25% qu'on pourrait dire, on peut l'ignorer, on peut... Voilà. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et c'est quand même un quart de vos données. Et enfin, 2/3 sont des données cachées, des données emprisonnées, qui ne sont pas accessibles, qui ne sont pas utilisées, qui sont là. C'est énorme, 2/3. Alors, quelles sont les problématiques de ces données cachées? Alors, les problématiques sont les suivantes en général. Ce n'est pas d'outils pour révéler les données cachées, donc on ne sait pas les extraire. Données manquantes ou incomplètes, donc de toute façon, on ne sait pas trop ce que c'est parce que ce n'est pas très complet. Il y a trop de données, on ne sait pas les analyser, on sait pas quoi en faire, on est submergé. Et puis l'accès aux données structurées, on sait à peu près faire, mais l'accès aux données en vrac, l'accès aux données massives, on ne sait plus très bien faire. On ne sait pas très bien faire. Voilà. Donc, cette conscience sur ces pourcentages qui sont quand même assez incroyables, doivent nous faire poser quelques questions. Avons-nous pensé aux coûts de stockage dont je parlais tout à l'heure? Parce que ce n'est pas des petits coûts. Hein, si on les mettait dans une ligne de comptabilité, ça nous ferait probablement un peu froid dans le dos. Avons-nous pensé aux risques de conformité? Et les risques de conformité, ce n'est pas juste théorique. Aujourd'hui, des entreprises se prennent des très grosses amendes. Avons-nous pensé à l'impact sur la productivité? Toutes ces données fausses, mal utilisées, qui font qu'on fait 2, 3 fois la même chose, qu'on fait des erreurs, que des clients ne sont pas contents parce qu'on n'a pas communiqué les bonnes informations. Donc toutes ces questions sont assez cruciales et quand on voit ces pourcentages, l'urgence est là pour s'y attaquer. Alors pour prendre une image, puisqu'on a un Databerg, une image un peu parlante, je voudrais vous dire, ne faisons pas comme le Titanic. Hein? Donc, faisons tout maintenant pour que notre chemin évite ce Databerg. Hein? Ne coulons pas dessus. Les risques sont importants. Donc, travaillons notre chemin, libérons et découvrons nos datas cachées, les fameuses 2/3 que nous voyons ici. Alors nous allons balayer ensemble, et c'est le titre de mon keynote ce matin, hein, 5 grandes tendances d'innovation technologique. Alors la première qu'on va balayer, c'est l'Internet des objets, l'IoT en anglais, ou le IIoT, hein, Industrial Internet of Things. Le deuxième, ça sera les infrastructures distribuées, ou plus communément on dit le cloud. Hein, voilà. L'IA, on en parlait tout à l'heure. Donc l'intelligence artificielle, la confiance digitale, le trust, le cyber sécurité, et enfin une nouvelle tendance assez forte dans le domaine des RH autour des people analytics. Alors l'Internet des objets, commençons par ça. 2 milliards de devices, donc ça commence à dater un petit peu maintenant, hein, on voit en 2006. 22 milliards 10 ans plus tard d'objets connectés dans le monde. Et on estime en 2025 40 milliards d'objets connectés. Donc des chiffres absolument qui font un peu tourner la tête, hein, faut bien le dire. Donc tous ces objets, ils sont connectés. Alors, en termes de marché, ça représente quoi? Ça représente en 2020 742 milliards de dollars. Donc on parle d'un marché sur lequel on va avoir des acteurs absolument significatifs. Et d'ici 2025, on parle de 1,6 trillion de dollars. Donc on parle vraiment d'un marché qui va exploser. Alors là, j'ai une donnée de 2019 qui a dû augmenter depuis, mais il y a 127 objets nouveaux connectés chaque seconde au web. Donc un nouvel objet, hein, un objet qui se découvre.
Il y en a, alors probablement aujourd'hui on va dire 200 ou 300 en 2021. Chaque seconde, vous avez 300 objets connectés qui arrivent et qui se connectent maintenant, qui sont découverts sur le réseau. Alors une donnée aussi importante dans ce périmètre-là, d'ici 2025, oui, c'est ça, à 2030, voilà, d'ici 2030, 80% de la planète sera couverte par la 5G. Donc le monde de la mobilité et donc tous ces réseaux en fait IoT seront présents absolument partout dans le monde. Donc la conclusion un petit peu de ces chiffres et de cette progression, c'est que l'IoT va inonder le monde de data. Tous ces objets connectés, ils se connectent pourquoi? Pour redonner une information. On va être inondé par ces milliards d'objets connectés. Alors la question qu'il faut se poser ici ce matin, dans notre Data Trends, qu'est-ce que ça veut dire pour votre business? Tous ces objets connectés. Quels objets connectés vont être importants pour votre business? Alors aujourd'hui, les industries qui voient l'apparition des objets connectés avec le plus d'applications, donc dans l'ordre, on a le business et le manufacturing. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais aussi de IIoT, parce que le Industrial Internet of Things est très, très présent, c'est-à-dire dans la fabrication, dans la logistique. Voilà. Le healthcare, donc là, on voit beaucoup de progrès aussi où les objets connectés sont utilisés. Le retail, la sécurité et les transports. Les transports vont probablement exploser de ce point de vue-là. On parle beaucoup aujourd'hui de smart cities, de smart cars, des autoroutes de l'avenir, où les voitures pourront être conduites toutes seules par tous ces sensors qui seront le long de nos chemins. Donc on voit bien comment toutes ces industries, de toute façon, ça va probablement évoluer aussi. Mais en tout cas, posons-nous la question. Dans notre secteur d'activité, qu'est-ce que ça veut dire cette explosion? Alors passons à notre deuxième tendance, le cloud. Alors là, il y a des tendances réelles et très très concrètes aujourd'hui. Le SaaS, le Software as a Service, maintenant aujourd'hui c'est partout. Il y a pratiquement plus une entreprise qui n'a pas une application quelque part qui n'est pas SaaS. Il y en a, alors même si c'est peu, peut-être c'est votre Salesforce, peut-être c'est votre compta, peut-être que c'est votre RH, peut-être que c'est votre IT, votre monitoring. Mais enfin, il y a quelque chose aujourd'hui dans chaque entreprise qui est SaaS. Donc cette tendance, elle va faire que s'accumuler d'une certaine manière. Un facteur vraiment intéressant, c'est la souplesse qu'apporte le SaaS. C'est-à-dire qu'on voit maintenant que les entreprises, maintenant qu'elles utilisent le SaaS, c'est-à-dire qu'elles utilisent des applications qui sont dans le cloud, qui ne sont plus à la maison, eh bien en fait, ça donne une certaine liberté. Et donc, on bouge, on change sa volumétrie plus facilement, on augmente, on diminue voilà, son nombre de sièges, son nombre d'utilisateurs. On augmente, on diminue ses fonctionnalités, son périmètre fonctionnel. On change même de fournisseur. Donc, vous voyez, cette souplesse, ça amène aussi des économies de coûts incroyables et une productivité supplémentaire. Donc là, il y a quelque chose vraiment d'important qui se passe avec le SaaS en termes de dynamisme au sein de l'entreprise. Et aujourd'hui, on pense que d'ici 2025, donc c'est un vrai choix auxquels les entreprises vont faire face, eh bien, une entreprise sur deux sera complètement SaaS. C'est-à-dire d'ici 2025, une entreprise sur deux aura fait le choix, un vrai choix, d'avoir tout dans le cloud. Voilà, donc ça, c'est quand même des choses qui interpellent. Alors, aujourd'hui, je vous disais, le SaaS a démarré dans toutes les entreprises. Alors, où est-ce que ça a démarré? Alors bien sûr, on n'est pas trop surpris sur le podium, le grand vainqueur, et d'ailleurs dans cette salle, c'est l'IT, la sécurité. Voilà, donc c'est des logiciels qui servent à faire fonctionner l'entreprise
d'une manière digitale et IT. Le deuxième, c'est le support client. Voilà, donc là, on trouve pas mal d'applications qui sont dans le cloud. Et puis les RH. Donc alors peut-être qu'on peut être un peu surpris par ce podium, mais aujourd'hui, les premières applications SaaS, voilà le podium dans l'entreprise. Alors, passons à notre troisième tendance. L'intelligence artificielle, en fait, est déjà présente, sans qu'on le sache vraiment, dans beaucoup de domaines. Alors, on ne le voit pas toujours, et puis, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, finalement, hein? Mais ça se répand rapidement. Par exemple, une équipe de vente sur 4, aujourd'hui, a de l'IA, a des éléments, en fait, qui l'aident à vendre, des éléments d'intelligence artificielle. Le service client, les interactions du service client, environ 15% aujourd'hui de ces interactions ont des éléments d'intelligence artificielle. Alors pourquoi? D'ailleurs, on peut voir dans ce domaine-là, tout simplement parce qu'on amène des éléments de personnalisation. Vous savez, être vraiment personnel avec la cible. On augmente la conversion, c'est-à-dire c'est le fameux touch point. Hein, c'est-à-dire on a cette opportunité, on convertit beaucoup plus grâce à l'IA, parce qu'on découvre des choses, on fait des liens. Et puis finalement, la facilité d'usage. Grâce à l'IA, on peut vous faciliter votre chemin, par exemple, votre découverte des produits. Voilà, vous pouvez construire votre voiture, votre couleur, mettre des choses grâce à l'IA, voilà, en fonction de vos intérêts. Dans le domaine de l'assistance vocale, hein, il y a 8 milliards d'appareils qui sont aujourd'hui connectés dans le monde à des systèmes d'intelligence artificielle. Et ça, on ne le voit pas, c'est derrière le rideau. Mais c'est la réalité d'aujourd'hui et à venir, puisque là, le chiffre est pour 2023. Et en termes de marché, il y a un vrai marché derrière, puisqu'on parle de 171 milliards, 40 milliards l'année dernière, d'ici 2025. Donc on voit bien comment l'intelligence artificielle, donc toute cette aide à la décision, hein, qui est construite à l'intérieur de ces mécanismes qui servent à interagir, notamment avec les clients, avec les prospects, à quel point c'est important. Alors là, la question, pareil, un petit peu comme tout à l'heure, comment pouvez-vous utiliser l'IA dans votre secteur, dans votre business? En tout cas, c'est là, c'est présent, ça existe, ça grossit. Comment l'utilisez-vous aujourd'hui? Comment l'utiliserez-vous demain? Alors, si on prend un secteur comme exemple, le médical, un secteur qui a été quand même soumis à rude épreuve ces derniers temps, il y a un certain nombre de domaines dans le médical qui aujourd'hui ont de l'IA. Donc c'est un domaine qui se développe. Et là, je vous demande de faire, peut-être d'essayer de répondre à la question. Quel est l'endroit dans le médical où il y a le plus de présence IA? Alors je vous donne la réponse. C'est dans la chirurgie et la robotique assistée. Donc là, l'IA est extrêmement présente. Il y a de plus en plus de robotique dans le monde chirurgical. En deuxième, l'infirmière virtuelle. Alors c'est un concept un petit peu nouveau, mais ça permet d'avoir des accès à des conseils, à des soins. Enfin, la gestion des flux, la détection des fraudes. Mais vous voyez, voilà un secteur extrêmement en développement autour de l'IA. Et vous voyez, à l'intérieur d'un secteur, il y a de multiples exemples et domaines. Donc, posons-nous la question, dans chaque entreprise, dans chaque industrie, quels sont ces domaines pour nous? Passons à la quatrième tendance, et là qui touche un petit peu plus à la protection des data et finalement à l'acquisition de data pour protéger nos data. C'est-à-dire, quelles data devons-nous avoir pour protéger nos data? C'est une question quand même intéressante. Alors, là, on commence par ce que j'appellerais le facteur peur. Hein, c'est-à-dire, ça, c'est quand même une stat qui fait un peu froid dans le dos, comme je disais tout à l'heure pour autre chose. Parce que là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si votre entreprise est sujette
à un data breach, eh bien ça fait peur à vos clients. Ça fait peur aux gens qui interagissent avec votre entreprise. Et là, vous avez des pourcentages impressionnants. C'est-à-dire que dans certains, si vous prenez le UK, ça leur fait tellement peur qu'un client sur deux abandonne cette entreprise. Donc imaginez l'impact sur votre business. Imaginez votre base de clients divisée par 2. Donc cette confiance digitale et donc cette protection des datas, dans un cas comme ça, c'est essentiel. Avec la pandémie, avec notamment le télétravail, il faut savoir quand même, et ça c'est la vue interne, hein, là je vous parlais d'une vue externe, client, là c'est la vue employé. Aujourd'hui, pendant cette période, on a eu 10% des employés qui ont été sujets à des attaques à travers le télétravail, à travers les accès distants. Donc c'est énorme et ce pourcentage continue de grandir. Alors là, je vais passer rapidement là-dessus, mais ça, c'est l'investissement des entreprises dans le budget de la cybersécurité. Donc là, je voudrais juste un petit peu sonner l'alarme parce que c'est un domaine, on l'a vu, qui peut avoir des impacts énormes sur l'entreprise. Bon, il y a quand même 25% à peu près, vous voyez la partie rouge, qui réduisent alors leur budget. Alors j'espère que c'est principalement, enfin j'espère pas, parce que ça vient peut-être de problèmes financiers. Parfois, les budgets ne sont pas extensibles à l'infini. Mais enfin, là, j'allais dire, on est plutôt dans un domaine, la cybersécurité et l'acquisition d'intelligence et d'informations pour se protéger, où il faut plutôt investir aujourd'hui. Voilà. Alors, quelques chiffres récents. Hein. En 2020, il y a eu 60 cas de ransomware en Suisse. C'est-à-dire d'entreprises qui ont été attaquées, à qui on a dit vous nous donnez de l'argent pour récupérer vos datas. En 2021, à fin juillet, on en était à 104. Donc on va probablement tripler le nombre de ransomware en Suisse cette année d'entreprises attaquées. Tripler. Qu'est-ce que ça va être l'année prochaine en 2022 ? Le marché mondial est assez énorme pour ça, donc on voit bien que c'est réel. S'il y a un tel marché, on voit bien que les entreprises sont sujettes à une pression énorme de la part des hackers et des attaques. Et cela, d'ailleurs, ça touche toute taille d'entreprise. Il ne faut pas croire que c'est que les grosses entreprises. Hein. Il y a des PME qui se font attaquer aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a des PME qui n'arrivent pas à s'en remettre de ce genre d'attaque. Alors, il y a aussi un peu à l'intérieur de l'entreprise, il faut créer quand même une sorte d'état d'esprit là, parce que on voit quand même souvent les attaques arrivent par les emails. Alors pas que, hein, les grosses attaques arrivent souvent par les serveurs et les points faibles au niveau des serveurs, mais le fameux clic trop rapide sur l'email frauduleux est quand même l'entrée des ransomware 9 fois sur 10. Donc là, au niveau de la prise de conscience à l'intérieur des entreprises, je pense qu'il y a du travail. Je ne suis pas sûr qu'on se rend compte à quel point 9 fois sur 10, ça arrive par simplement des emails. En Suisse, 40 à 50% des entreprises paient la rançon. C'est-à-dire une entreprise sur deux qui est attaquée, hein, sur les 104 cas, là, une sur deux va payer la rançon. Est-ce que vous avez une petite idée du montant de la rançon? Est-ce que vous êtes renseigné? Est-ce que vous vous préparez au cas où? La rançon, c'est à peu près 3 à 5% du CA annuel d'une entreprise. C'est énorme. Vous voyez l'impact sur le revenu net. Bon alors, je tiens à vous rassurer quand même, apparemment avec certains hackers, on peut négocier. Donc voilà, on peut y voir, on peut avoir du baume au cœur. Hein, voilà. Bon, je plaisante. Donc avez-vous pensé, les questions qu'il faut se poser, avez-vous vraiment pensé au coût financier, à la réputation, l'impact sur la réputation, votre business paralysé,
le coût mortel que ça peut porter. Avez-vous étudié proactivement des modèles de gestion de crise? Donc là, il y a de la data disponible pour ça, il y a des exemples. Voilà. Donc il faut vraiment y aller de manière proactive. Alors il y a des outils de monitoring puissants maintenant aujourd'hui. Il y a des bases mutualisées pour savoir quels sont les dangers. Et puis je finirai en disant il y a une belle technologie qui maintenant se met en place, c'est la blockchain, hein, qui porte bien son nom, hein, une chaîne de blocs, donc sécurisée, qui est cryptée, puis voilà, qui apporte un facteur de confiance. Et la blockchain va nous aider, hein, va pouvoir nous aider à réduire les coûts notamment. Voilà. Donc son côté distribué, mondial, va avoir un gros impact aussi. Mais avant tout, peut-être pour conclure sur cette tendance, je dirais qu'il y a un vrai changement d'état d'esprit. Avons-nous vraiment le bon état d'esprit? Communiquons-nous tous les jours dans l'entreprise le bon état d'esprit par rapport à ça? Et donc je vais finir enfin avec la 5e tendance. Hein, c'est une tendance assez intéressante qui est extrêmement data-driven. Hein, c'est les people analytics. D'ailleurs, on a quelques exemples aujourd'hui dans le parcours qu'on a construit. Il y a quand même des changements. Là, la pandémie a amené des vrais changements. On a aujourd'hui 60% des espaces de travail qui ne sont pas utilisés ou peu utilisés. Donc c'est énorme, ça veut dire que les interactions avec les gens dans l'entreprise changent drastiquement, leurs besoins changent drastiquement. Et c'est là où les outils de data sont extrêmement importants. Il faut de nouvelles méthodes d'analyse de données pour mieux comprendre les talents, mieux comprendre les besoins, optimiser les performances. Donc aujourd'hui, on a quand même une vraie conscience là qui est prise parce qu'il y a en 2021 70% des sociétés qui envisagent l'achat ou qui l'achètent ou qui envisagent l'achat de ce genre d'outils qui permettent d'utiliser vraiment la data. Mais alors là où c'est intéressant, c'est que c'est vraiment la data pour soutenir l'humain. Hein, c'est quand même une dynamique très intéressante. 53% des collaborateurs en Suisse, maintenant, aujourd'hui, mélangent travail à distance, télétravail et bureau. Voilà, donc il y a un vrai changement. Ces outils dans ce domaine-là deviennent extrêmement puissants. Les gens les attendent et permettent d'avoir des performances au niveau ressources humaines qui n'existaient pas avant. C'est vraiment presque une révolution dans ce domaine-là. Donc voilà, j'ai fini mon petit tour d'horizon. C'était rapide, hein, c'est le propre d'un keynote. Donc il y a pas mal de risques à analyser, je crois qu'on peut le dire, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités à prendre et certaines vraiment rapidement. Alors je conclurai en disant qu'embrasser ces nouvelles technologies, ces innovations, améliorer l'exploitation de la data grâce à tout ça, va demander une qualité très très humaine. Et c'est peut-être en lien avec la dernière slide sur les RH, qui est le courage. Et donc, je vous souhaite beaucoup de courage managérial pour la data. Merci.